dit que, voilà, c'était la femme de ta vie, c'était tout pour toi. Et que tu n'as même pas l'idée de dire que oui, voilà, il faut que tu puisses demander un contre-expertise. De dire que oui, voilà, de quoi elle était morte. Parce que déjà là, comment la femme est déjà, Marcelo nous a dit que oui, c'était une toute petite opération, que quelqu'un ne peut pas mourir. De preuve en est que Marcelo devait porter plainte contre l'hôpital. Il devait demander des investigations. Il devait demander des investigations. Parce que la femme, elle est partie sur ses deux pieds. Là, le problème. Maman Gigi. Bien sûr que oui. Ça, juste, on ne sait pas. Cette petite opération-là, on ne connaît jamais le nom de cette opération-là. Moi, je vis la famille, madame. C'est la petite opération. La Congolaise, un instant, les amis. Le frère de cette dernière, quand elle part, et quand il raconte toutes ces histoires qu'il raconte là-bas sur les réseaux sociaux, il dit c'est une ligature. Ligature, c'est boucher les trompes pour ne pas concevoir des bébés. Voyons Blanche. Mais c'est pas une petite opération, maman Gigi. Réfléchir. Ligature, c'est boucher les trompes pour que tu ne puisses plus concevoir, pour que tu sois tranquille. Donc, Marcelo Azamagodiste, lui, il aime seulement Mougou. Et voir la dame, elle a bien géré sa maternité. Elle est restée au mariage pendant peut-être 17 ans. Dans 17 ans, si c'est quelqu'un qui ne connaissait pas gérer sa maternité, elle allait nous faire beaucoup d'enfants. Elle devait avoir même 10 enfants. Même 7 enfants, vu qu'il y a des nounous, vu qu'il y a l'argent, vu qu'il y a les moutons qui quittent l'église pour aider les mamans pasteurs. Mais elle n'a pas eu ces enfants-là. Elle n'a pas fait beaucoup d'enfants. Aller faire une ligature. C'est pourquoi ils sont partis faire ça. On ne sait pas. C'est ce que Marcelo a dit chez les parents de cette dernière. Une ligature, les amis, c'est une opération petite. Il y a même les fibromes ici, c'est petit comme opération au jour d'aujourd'hui. On te met juste dans le nombril, on te met quelque chose, on enlève. On n'ouvre même pas les ventres. On te met quelque chose dans ton nombril, on va avec tout, on circule, caméra, papa, et puis on enlève tout ça. La ligature, ce n'est pas quelque chose de, c'est pas l'opération de waouh, mais tu seras sous anesthésie. Avant que tu sois sous anesthésie, on doit d'abord t'examiner. Avant que tu passes n'importe quelle opération, tu dois aller chez ton anesthésiste, il va faire une prise de sang, on va regarder si tous les paramètres vont bien, et puis on va s'élancer vers l'opération. On parle de la consultation pré-anesthésique. Oui. Et puis, si est qu'il y a erreur médicale, logiquement, tu dois demander de quoi était déjà la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Marcelo s'est précipité à prendre juste la dépouille et de retourner au Congo. Là, c'est de hier que ça nous a choqués, nous tous, de voir ce pasteur-là. Moi, j'ai eu du mal à l'écouter parce que ça m'a fait mal à la tête. Je me dis, mais c'est quoi ces mépris? C'est quoi ces histoires de manque d'empathie? Et on nous dit que lui, c'est lui, le monsieur, la compassion. Mais monsieur nous raconte des bêtises. Aujourd'hui, les amis, vous savez, même en Arabie Saoudite, on a commencé à démorceler un peu leurs lois vis-à-vis de la femme. La Turquie, c'est un pays qui se bat pour rentrer en Union européenne. Ce qui fait que quand ils font ils se mettent en, comment on dit ça, quand ils font leur candidature pour rentrer dans l'Union européenne, il y a des enquêtes qui se font. C'est des procédures. On a dit, OK, vous serrez les femmes. Déjà, en Turquie, les femmes ne sont pas serrées. Ça, c'est faux. Les gens qui ont déjà été en Turquie, les femmes ne sont pas malmenées ni maltraitées. C'est des femmes qui sont libres de leur mouvement et de tout. On voit les femmes turques, c'est des femmes belles qui se font. Ce n'est pas une république islamique. Le voile n'est pas autorisé. La femme, elle est libre de travailler. Les femmes turques, elles sont indépendantes et autonomes. Alors moi, ce qui m'a intrigué par rapport à Marcelo, pourquoi je suis montée ce matin dans le live, c'est de voir Marcelo dire que oui, lui, il devait donner l'autorisation à ce qu'on puisse intervenir pour faire cette chirurgie-là. Il fallait que Marcelo signe. Les amis, non. Voilà, ici, on respecte le droit. Même en Turquie, c'est un pays civilisé, c'est un pays administré, c'est un pays il y a une logique. C'est vrai qu'il y a un peu de mafia comme partout et tout ça. Mais la Turquie, c'est un pays qui est administré. On connaît chaque Turc à son nom, on connaît aussi son adresse. Des preuves en est que quand vous voyez, il y a comment on appelle ça, tremblements de terre, on reconnaît combien de personnes sont disparues. Ça veut dire ils ont une liste de registre national. On connaît chaque Turc à son nom. Ne soyons pas seulement congolais, parce que chez nous ça ne va pas et qu'on va rester bête même quand on a voyagé, même quand on a consulté, même quand on a lu, même quand on a des idées qui sont quand même logiques. On ne peut pas prendre la Turquie, mettre au même niveau que le Congolais où nous n'avons pas de carte d'identité, nous n'avons pas de passeport, nous n'avons pas d'administration. La Turquie, ce n'est pas un pays comme ça. La Turquie, ce n'est pas un pays comme ça. Donc la Turquie dit comme ça. Sous la loi turque, on dit que la femme, pour son appareil reproductif, son appareil génital, c'est elle le maître, c'est elle la maîtresse de tout son corps. Pour faire une ligature, on n'a pas besoin d'aller appeler un homme pour signer.
Nous ne sommes pas dans la République islamique ou je ne sais pas de comment, ou Afghanistan. C'est la Turquie. La Turquie, c'est parmi les pays aussi qui ont fait l'histoire. La Turquie, c'est un pays qui est connu depuis des décennies. Donc, la femme là que Marcelo est parti signer, moi, je suis parti faire des enquêtes. Même pour rapatrier le corps, il y a toujours des problèmes. Les problèmes, Marcelo a menti. C'est ça qui nous importe plus. Marcelo a menti. Pourquoi il ment? Une personne qui connaît la vérité ne peut pas mentir. Une personne qui ne se reproche de rien, la personne ne peut pas mentir. La madame n'était pas malade. Quand on dit mort naturelle, c'est peut-être ta maladie chronique qui t'a tué par rapport aux médicaments et que tu les as pris longtemps et qu'après ça lâchait, ou on t'avait fait tu as un problème cardiaque et que tu prends les trucs, ton cœur a lâché, ou le pacemaker n'a pas fonctionné, et tout ça, ou tes reins et tout machin, ou tu étais malade. Mais l'opération, quand tu vas faire une petite intervention chirurgicale et que tu déjà, ça veut dire qu'il y a eu quelque part où les gens, ils ont failli à leur responsabilité. Soit les examens n'étaient pas bien faits, ah oui, l'hémorragie, ou soit les choses n'étaient pas contrôlées, soit la tension, soit ceci et cela, les choses n'étaient pas aux normes. L'erreur médicale n'arrive pas bêtement, ou soit il y a eu l'erreur des produits. Oui, aussi, il y a des produits qui peuvent te donner l'arrêt cardiaque. Où la personne avait des infections qui ont fait ce que ça n'a pas tenu. Nous, on se dit, on a soif. On a soif de la vérité. Faut pas nous dire que oui, voilà, elle est morte, ça n'est fini. Non. Les amis, vous ne voyez pas ici dans les documentaires, quand quelqu'un a disparu pendant 20 ans, on les cherche toujours. Quand quelqu'un et tout ça, on va prendre même les os pour aller faire les ADN, même si l'histoire est passée. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas nous prendre en charge? Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas revendiquer ce qui est la vie? La vie, c'est un cadeau. Une personne ne peut pas mourir comme ça, comme cette dame-là, quand même. Même si moi, je n'aime pas les gens qui prient comme elle ou les gens qui ont endoctriné, mais elle avait le droit de vivre, de voir ses enfants grandir et de continuer sa vie. Donc, cette dame-là, elle est partie, on appelle ça à l'âge de fleur. La femme, c'était une fleur. Et la femme, elle avait envie de vivre. Vous pouviez voir ça dans ses yeux. Elle n'avait pas envie. Marcelo nous dit que oui, Blanche, c'était comme une femme de 60 ans. Les gars, cette dame-là, je ne la connais pas. En parlant, ça me met de la haine. Marcelo nous dit que Blanche, c'était comme une femme de 100 ans et de 60 ans. Elle avait déjà vécu. Elle a déjà fait sa vie, donc il fallait qu'elle parte. C'est ce que Marcelo nous a dit. Et puis, en plus de ça, Marcelo nous dit qu'un an pour lui, il a compté que c'est 3 ans. À quel moment une personne peut parler ainsi? À quel moment? C'est parce que Marcelo se reproche de quelque chose. On est là dans les suppositions et il est présumé innocent. Et Marcelo doit avoir, on doit le coffrer pour les questions d'enquête. Vous nous dites que exhumer quelqu'un, ça coûte cher. Mais non, au Congo, il y a beaucoup d'argent. Lui-même, Marcelo, il a beaucoup d'argent. Pour se laver, Marcelo doit sortir toute sa fortune. Comme ça, l'honneur de Marcelo sera rétabli. Et puis, en plus de ça, tout est allé vite. Marcelo a berné toute la République. Marcelo a arrêté toute la République. Pourquoi moi, je me mêle de cette histoire? Je mettrai vraiment mes organes dedans. Je vous dis, je mets mes organes dedans dans cette histoire parce que Marcelo a fait ce jour-là. C'était un jour de la semaine où les autorités congolaises n'étaient pas à leur poste de travail. Ils ont abandonné toute la République pour aller au deuil de Marcelo. Et je sais qu'il y a eu de l'argent qui a été donné. Il y a eu des cotisations de l'Église. L'église de Marcelo a cotisé pour le deuil de cette dernière. La République aussi, vous savez très bien, notre président, c'est quelqu'un qui est généreux par cas par cas. Quand tu le rencontres, il va pas te laisser partir comme ça. Il va te donner. On a entendu, Alexandra, on lui a donné l'argent. Et Marcelo aussi, certainement, on lui a donné l'argent. Beaucoup de gens, moi, j'ai mes proches de famille, ils ont perdu leur sœur. On leur a donné l'argent parce que la personne occupe une fonction là-bas qui n'en vaut pas la peine. On a donné de l'argent et pas beaucoup d'argent. C'est pas moins de 100 000. C'est pas moins de 100 000. On a donné le stade qui appartient à l'État gratuitement. Venez vous asseoir. Ils ont troublé la quiétude des Congolais pauvres qui regardaient la personne la personne qu'on enterrait avec honneur. Et pourtant, les gens qui vivent avec des honneurs tout aux alentours de ce stade, ce jour-là. On a vu toutes les républiques aller là-bas, oublier le peuple qui souffre, oublier le peuple qui manque de l'eau. C'est pour ça, moi, je mets mes organes. Chilombo, nous te demandons pour une fois, en tout cas, on t'a jamais demandé quoi que ce soit, moi, personnellement, je te demande d'enquêter sur cette histoire. On demande à ce qu'on puisse enquêter sur cette histoire parce que c'est de trop. On ne peut pas cautionner ce genre de choses. Et qu'une Congolaise, on pleure ici, on dit que, oh, Nanga est en train de tuer les gens là-bas. À Kinshasa, les gens, ils sont en train de mourir. Blanche, elle est morte aussi. C'est aussi une victime congolaise. Elle a le droit de réclamer la justice. Sa famille, ce n'est pas une question d'argent. C'est question d'honneur et question de principes. Les principes qui sont républicaines. C'est ce que nous demandons à ce que nous puissions savoir. Parce que Blanche, comme elle a été maltraitée, on suppose, si vraiment ça fera, c'est que les pasteurs vont respecter la femme. Nous avons vu toutes les petites filles ici. Mami Tibola, pas de justice. Eliane Bafeno, pas de justice.
Peniel Samba, pas de justice. Qui encore? Zawadi, pas de justice. Et d'autres personnes inconnues. Parce que tous les jours quand nous faisons de live, il y a des femmes qui nous contactent. Par exemple, l'histoire de Mami Chibola. Sa sœur a subi la même chose avec un pasteur. Pasteur Théodore Ngoyi a pris aussi de force la petite sœur de Mami Chibola. J'ai dit à Mami Chibola, viens, on va en parler. Mami Chibola a dit, non, Dada, je ne veux pas qu'on en parle parce que les gens vont penser que oui, notre famille, c'est une famille de sorcières où nous sommes là en train de séduire les pasteurs. Pourquoi est-ce que cette chose m'est arrivée à moi et c'est arrivé aussi à ma sœur? La fille s'est tue et elle m'a fui. Et ce que je vous dis, c'est une vérité. La petite sœur de Mami Chibola n'avait que 16 ans. En tant que femme, en tant que mère, je mets le poing, ma main à couper. Et cette histoire que je vous raconte, c'est vrai. Donc, ces pasteurs-là, c'est aujourd'hui que Blanche va élucider toutes ces choses-là. On va essayer de tout rassembler dessus. Comme ça, les pasteurs vont se respecter. Ils vont arrêter d'abuser des femmes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ces histoires de Marcelo ici, il y a beaucoup de... Pour rapatrier le corps, je vous explique. La Turquie dit quoi? Déjà, ce n'est pas aussi cher que ça. C'est entre 2500 et 6000. Et il demande à ce que les ambassades se communiquent pour avoir des papiers légalisés. Légalisés. Donc, Marcelo nous dit, quand est-ce qu'il a effectué toutes ces démarches-là? La nuit, le matin? Et comment est-ce qu'il a eu tous ces papiers de faire sortir le corps? Il nous a dit que lui, il a des relations. Donc, nous sommes dans une république où les uns sont mieux traités, les autres sont maltraités. Donc, quand c'est un Marcelo qui veut quelque chose, on lui donne. Quand un Congolais veut un fisc de l'eau, on lui donne pas. Cette histoire est nationale et cette histoire, ça doit se savoir. Quelle est cette relation-là qui a fait à ce que la dépouille de Blanche puisse arriver à Kinshasa? Ça, c'est là où je suis, ma fin, et elle vient encore trop là. Qui a fait à ce que Marcelo, quel contact Marcelo a de si puissant de faire sortir la dépouille? Parce qu'on dit, il y a des frais à payer. Moi, je suis allé checker. J'ai une voisine turque, elle n'est pas là. Je vais aller toquer chez elle la nuit. Je vais discuter avec elle. On va faire cette histoire. Nous allons rentrer dedans. Parce que il faut que ces histoires-là de négligence, quand une Congolaise meurt ou un Congolais meurt, oh, c'est pas grave, hein. Oh, c'est comme ça, on avance. Hein. Non, une république ne fonctionne pas comme ça. On ne veut plus avancer, on va savoir, on va voir comment est-ce que les Blancs font leurs choses. Comment est-ce qu'ils vont chercher les gens qui ont disparu? Comment est-ce qu'on va déterrer? Comment est-ce que les médecins légistes font leur travail? On va leur donner du travail. Je ferme le micro. Merci. La princesse, vous étiez là depuis longtemps, tombée, montée. La princesse, la parole est à vous. Bonjour à tous. Ben, c'est vrai que ça fait longtemps que j'écoute, ça fait longtemps que je vous écoute tous parler et j'écoute aussi les audios des Maman Blanche, Maman Blanche. Et franchement, je suis vraiment indignée et touchée de la manière dont qu'elle a été traitée. On voit moi, quand je repense, on voit les images de l'aéroport. C'est une personne bien portante qui quitte l'aéroport pour voyager. C'est une personne qui voyage en bonne santé. Et 3 jours plus tard, elle rentre en République démocratique du Congo et en étant sans vie. Donc là, c'est vraiment, c'est malheureux à dire et c'est triste parce que personne, d'après ce que j'entends, d'après les dires, personne n'est capable de dire ce qui s'est passé. C'est là où vient mon indignation. En plus, elle dit alors que c'est une femme qui prend l'avion, étant mariée, Madame Tounassi Blanche, elle prend l'avion, elle rentre sans vie au Congo sous le nom de de jeune fille. Et ça, personne ne on s'est pas posé des questions un an avant. Mais Maman Blanche elle-même, son sang crie tellement, elle veut que la vérité éclate. Elle veut qu'on puisse trouver qui lui a fait du mal. Il y a forcément quelqu'un qui lui a fait du mal. Et tout ce qui a été dit, sans pour autant répéter tout ce qui a été dit, tous les faits accablent Marcelo. Tous les faits là, tout ce qu'on a été dit, même si c'est lui qui a dit, pour moi, hein, c'est lui qui a dit à sa femme. Et c'était pas à l'hôpital. À l'hôpital, vous savez bien, c'est organisé. C'est organisé. Arrêtons de dire, elle a déjà suite à l'opération parce qu'il y a même des vidéos qui disent que son corps était bien. Il n'y avait aucune cicatrice. Donc, si quelqu'un a subi des opérations, en plus, quand on succombe suite à des opérations, il y a des mots qu'on emploie, ça veut dire, la personne est adia on dit toujours suite à l'opération.
Donc là, on nous donne même pas les raisons de sa... Ce sera plus facile parce que je crois qu'on ne s'est pas compris. La dernière fois, tu m'as dit que tu voulais poser 2 semaines et tu poserais à partir du 15 août, après le 15 août. C'est ça. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui parle. Donc là, j'allais dire, c'est tellement triste l'effet, en plus l'effet de faire tout à la vitesse. Le monsieur, déjà, il rapatrie le corps, il enterre, et sur l'acte de décès. Tout s'est passé vite. C'est très rapide. Donc, Marcelo, c'était pas n'importe qui quand même. Ce n'est pas n'importe qui au Congo. C'est très rapide. En plus, dans les trucs, la femme, elle voyage au nom des coups, revient accent. au nom de son nom normal. C'est pas qu'il y a une chose qui ne va pas, en fait. Comment tu peux marier avec le nom de ton mari, ton époux, et le corps revient avec son propre nom? Mais Marcelo, attends. Mais il a tout prémédité, il a tout préparé. En fait, il faut nous dire la vérité. Tout préparé de A à Z. Il a tout préparé, tout ce qu'il devait faire. Arrêtez de dire qu'il a... Et si c'est réellement que Marcelo ne connaît pas l'histoire de sa mort, de sa femme, tu devais porter plainte. Mais comment sur l'acte, il peut omettre de mentionner c'est sa belle famille. Il a même pas mis la belle famille. Je suis très en colère parce qu'il a même pas mis le nom de sa belle famille. Il a même pas mis. Ça fait que Maman Blanche est décédée comme quelqu'un qui n'a pas de famille. C'est grave. Comme quelqu'un qui n'a pas de parents. Il y a une question ici. Pourquoi Marcelo a fait tout ça? Pour camoufler, parce qu'il sait que ça sent pas bon. Comme on dit, ça ne sent pas bon. Ça sent pas bon. La partie qui me retient là où il a dit que vous dites que j'ai fait 1 année pour me marier, mais moi j'ai vu que c'est 3 ans. Marcelo Zana le Kouta. Au fait que Dieu t'a exposé ta bouche pour dire que la femme qui est avec toi là, c'est déjà 3 ans que vous êtes ensemble avec la dame là. C'est Dieu qui t'a exposé. Mais oui. En disant que j'ai fait seulement 1 an et vous croyez que c'est 1 an, moi c'est 3 ans. Dieu t'a exposé pour te faire comprendre que 3 ans t'as fait avec la dame qui est avec toi là au fait. Maman Blanche était des trop. Tu peux pas Maman te marier Blanche était des au bout de trop. 1 an. Il fallait l'éliminer. On dit moi Sinayo. On a dit funérailles, excusez-moi, j'avais la parole. J'ai même pas fini. À un moment donné, même si, comme c'est pasteur, même si on est des gens qui aiment les gens, on peut faire 1 an quand même, je suis désolée. À quel moment t'as fait? Mais il n'a pas fait 1 an. À quel moment t'allais faire la dot? Il n'a pas fait 1 an. Il n'a pas fait 1 an. Il n'a pas fait 1 an. Il a juste attendu. Tout a été. Je suis sûre que même elle, la femme, était au courant. Tout a été préparé d'avance. Elle était des trop et ça n'allait déjà pas dans leur couple. Donc lui, il a juste attiré en Turquie ou juste, je sais pas où ils sont partis. Il a juste attiré en disant, on va régler les problèmes, on va se réconcilier. Et là, elle s'est laissée attendrir puisqu'il y a des vidéos qui montrent que il lui avait redemandé en mariage. Je sais pas si vous avez vu ces vidéos-là. Il lui avait redemandé en mariage juste pour l'attirer. Mais le plan était déjà fait. Il avait déjà ce plan de la déclasser de la vie. C'est tout. Donc, il est coupable, il se sent coupable par rapport à la famille. Hier, par rapport à son intervention, il parle que de l'argent, de l'argent, de l'argent. En aucun moment, il a parlé des djihad de sa femme. En aucun moment, il s'est senti culpabilisé. En aucun moment. Il a parlé que de l'argent, que de l'argent. Quel est cet homme? Il n'a même pas de remords. Quel est cet homme qui peut vivre avec une femme pendant X temps, pendant tant d'années, en plus qui t'a donné des beaux enfants et sur qui son dia n'a même pas d'effet sur toi. C'est comme si elle était quelqu'un qu'on devait remplacer. Voilà, je vous ai apporté une autre femme, selon ses dires, qui est belle, qui a des vrais cheveux à elle. Non mais franchement. Donc moi j'ai dit, même si la justice congolaise, comme vous avez l'air de dire tous, la justice congolaise ne fera pas grand-chose, mais il faut faire des marches, jusqu'à ce que le monde entier, il faut que ça soit même les problèmes internationaux, même si les Congolais ne vont pas prendre ça en compte, mais international, il faut que ça soit traité, il faut que justice soit faite pour Maman Blanche, parce que c'est trop. Sinon, ces hommes-là qui vont faire incapables, qui vont tuer des gens et qui vont être impunis, ça sert à rien. Il faut qu'ils répondent à ces actes. Merci, Maman Princesse. Enfant de Dieu, après je vais prendre Papa Barthes. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est ça? Oui, c'est enfant de Dieu. Croyez-vous qu'il y a une préméditation pour Maman Blanche? Pour moi, en fait, je vais dire Monsieur Marcelo, pour moi, pas pasteur Marcelo, parce que déjà, quand tu dis déjà que c'est le pasteur, on peut être pris parce que tu vas faire un bien pour ta femme, comme tu le dis, pour moi, tu n'es pas un pasteur. Excuse-moi, pour moi, tu n'es pas un pasteur. La première des choses, le fait que j'aimerais dire, cette histoire n'est pas claire, c'est louche, déjà.
Pourquoi je le dis? Déjà, sa femme est décédée, partir en voyage avec le nom d'époux, revenir dia avec son propre nom. Il y a deux choses qui passent. Comment peut-il dire que ta femme est décédée, on a bien appelé madame Intel, et revenir dans son pays avec le nom, voilà, son nom de famille à elle-même maintenant? Il y a quelque chose qui cloche. Deuxièmement, mais pourquoi pas, quand s'est passé l'acte, pourquoi pas porter plainte, soi-disant, de là où s'est passé l'acte que sa femme a été opérée? De quelle maladie qu'on a opéré ta femme? Parce que nous, on a dit, comme on dit, qu'on a vu quand la dame est partie, il n'y avait pas des effets secondaires, on n'avait pas vu une trace qui disait que non, elle était malade, elle avait quelque chose. Mais là, on dit qu'elle est décédée, c'est parce qu'il y a eu une intervention. Bon, dites-nous, c'est quelle maladie qu'on l'a fait, quelle opération qu'elle a fait, qui a poussé qu'elle puisse dire. Et pourquoi pas faire l'autopsie quand elle était partie là? Pourquoi laisser que la dame rentre au pays et après cela, c'est même pas d'abord ça, et tu ne laisses même pas le funérail de ta femme fini, même pas une année, mais tu as pris quand même le courage de même devant les enfants, tu n'as même pas le pitié même de tes enfants, de leur maman qui vient de se perdre au bout de 1 an. À quel moment que tu as connu cette femme-là? 1 an? À quel moment que toi-même tu as bien prêché chez des gens à l'église que yo suis mobile, le monde 1 an, 2 ans, que a été, il faut goûter nan. En fait, on n'arrive pas à comprendre maintenant les messages que tu nous donnais, en fait. Donc, 1 an que là, à quel moment tu as pris la femme? À quel moment tu l'as reconnue? À quel moment que ça lui dote? À quel moment que ça arrive? En fait, tout de 1 an, en fait. On n'arrive pas à comprendre le pasteur Marcelo. En tout cas, moi, pour que pasteur, si c'est dans ton église, pour moi, je sors de ton église parce que je ne comprends plus, au fait, le vrai ou le faux. Mais ce que nous, on veut, juste que je vais être bref, on veut la justice, on veut la réalité de clair de la mort de Maman Blanche. Parce que la mort de Maman Blanche, pour nous, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. Et je dis que si aujourd'hui, peut-être que la famille n'a pas pu exprimer, de parler dès le début, dès le départ, parce qu'il y a eu des ententes, peut-être des choses qui s'est passées, soit, bon, Benda qui va, soit que, bon, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose qui n'ont pas pu parler. Mais tellement que tu as fait exposer, boum, le bim de mariage, ils n'ont pas pu accepter ça. C'est là où la famille commence maintenant à réclamer, à comprendre ce qui se passe. Donc, nous, on veut la réalité, la vérité de la mort de cette dame, que justice soit faite. Voilà ce que je devais dire. Merci, ma chère. Merci. Papa Barthes. Papa Barthes, vous parlez, oui. Vous parlez tout à l'heure que Maman Blanche allait accompagner ses enfants. Tout d'un coup, elle se retrouve en Turquie. Est-ce que c'était une préméditation, Papa Barthes? En tout cas, je n'ai pas de preuves tangibles, mais les faisceaux d'indices que nous avons peuvent nous pousser à dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas normal ce qui se passe ou ce qui s'était passé. Parce que quelqu'un, comme ma sœur venait de le dire, qui est parti avec son passeport, où il y a son identité, mais elle rentre et on présente un document où toute son identité n'y est plus. Et quand j'ai suivi hier, c'était hier ou avant-hier sur un panel, où on nous dit les certificats du décès n'étaient pas signés par l'hôpital, mais par la pompe funèbre, la pompe funèbre, en fait. Et un monsieur qui était là, il a signé, et un autre monsieur qui a mis son nom comme étant l'ami de la famille, un Turc. Que la famille a eu à causer avec la personne, croyant que c'était un médecin. Le type avait écrit en anglais, et la famille, c'est ça, c'est la grande sœur de Maman Blanche qui parlait, hein. Et la famille avait essayé de trouver leur nièce qui parlait bien anglais, et puis ils ont commencé à communiquer, et le type a appelé par appel vidéo. En voyant la tête du monsieur, c'est là où le bruit circule, que c'était vraiment un clochard. On pose la question au monsieur, vous êtes médecin? Le monsieur dit non, moi je ne suis pas médecin, mais je suis quelqu'un qui travaille dans une pompe funèbre. Donc, c'est le numéro du monsieur qui était sur les certificats de décès. On voulait un peu en savoir plus. Bon, ce que moi, je constate dans l'affaire, que si on demande que la justice se fasse au Congo, ça va aller dans le sens que nous connaissons tous, parce que la justice, chez moi, n'existe pas. On sait les puissants sont traités autrement et les faibles autrement. Et si on juge l'affaire au Congo,
la décision finale de la justice, qui sera peut-être en faveur du monsieur, parce que le monsieur est connu, et cette affaire ne sera plus jugée nulle part. Il y a un principe à droit qui dit qu'une affaire jugée ne peut pas être jugée deux fois. C'est là où il y a ma crainte, au fait. Au moment où la clé du problème se trouve en Turquie. Supposons que la personne est déjà à l'hôtel. Donc, il y a eu des autorités qui étaient des mèches pour faire sortir les corps et donner tous les documents pour que le corps puisse voyager. Parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Si la personne, en se basant au dire du monsieur, sa femme est décédée à l'hôpital par une petite opération, pourquoi n'a-t-il pas porté plainte? Parce qu'une opération qui est bénigne, pourquoi tu dois te précipiter pour ne pas en savoir plus sur les déjà de ta femme? La femme, par exemple. Ça pose question. Oui. C'est quand même bizarre pour voir que non, celle que j'ai aimée, celle qui m'a donné des enfants, celle que j'adorais pratiquement, hein, j'utilise le mot adorer en connaissance de cause. Parce que tous les jours, c'était, vous voyez ma femme, vous voyez comment elle est belle, vous voyez comment elle est. Ces degrés-là, si c'était vrai, si ce n'était pas un jeu de rôle, si c'était vrai, on ne pouvait, moi, personnellement, je ne peux pas partir comme ça. Que du jour au lendemain, je pars. Pour venir taxer des gens, des pauvres, qui font traîner leur côte. Non. Il y a un professeur d'université qui s'était fait déjà dans ma ville ici. Mais pour remettre son corps à la famille, parce que son fils était le collègue à ma fille, ça avait pris plus de 10 jours pour que les enquêtes soient faites. Est-ce qu'il n'y avait pas d'intervention extérieure? Est-ce qu'il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela? Pourquoi cette rapidité? Ça, ce sont des questions que nous nous posons. Maintenant, quand on prend sur l'angle spirituel, moi, j'ai suivi beaucoup de conversations, pas de conversations, mais des déclarations de lui-même, le monsieur. Il parlait à son autre ami là, qui est soi-disant prophète. Quand ils étaient jeunes, il dit, ah, qu'est-ce que les grands serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'ils font pour arriver là où ils sont? Donc, il y avait une sorte d'ambition, d'envie d'être connu, d'avoir la gloire, d'avoir l'argent et tout ce qui s'ensuit. Et il discutait tous les jours. Et c'est lui-même, le monsieur qui a perdu la femme, qui dit, hein, il dit ceci. Un jour, mon ami là me parlait de ça. Je lui ai dit, écoutez, moi, j'en ai marre de parler toujours de ces grands hommes de Dieu. Il faut chercher de savoir comment ils font. Parce que il doit y avoir un prix. S'il faut qu'on paye un prix, ils sont toujours vivants. Ils ne sont pas partis, ils sont vivants. Alors, est-ce que la dame, par rapport à ce qu'ils se disent, avait découvert quelque chose et qu'il fallait l'éliminer comme témoin gênant? On se pose des questions. Ce sont des questions que nous nous posons, qui demandent des réponses. Et quand on voit les côtés gloire que le Messie adore, les côtés argent que le Messie adore, on peut se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas pour détruire? Parce qu'il a dit lui-même, hein, qu'il y a des gens qui l'attaquent pour que son empire puisse s'écrouler. Avec tous ces magasins, toutes ces boutiques puissent s'écrouler. Et on est en train de l'attaquer de ce côté-là. On m'a même menacé en me disant que non, voilà, et je vais détruire tout ça, patati patata. Ça peut nous pousser à nous poser des questions. Et la clé du problème, la clé, c'est au niveau de la Turquie. C'est là où il y a la clé de l'énigme. Donc, s'il faut que les gens fassent des cagnottes, c'est pour aller prendre un avocat, que l'avocat soit, je ne sais pas, turc ou français ou quoi, n'importe, mais qui n'a pas de lien direct avec le Congo. Parce qu'il risque d'avoir des menaces, on risque de les menacer. Nous savons comment ça se passe chez nous. D'abord, c'est possible sans sa famille biologique qui va porter plainte, ou ça, je ne sais pas comment. Ça se passe comment dans cette histoire, ça va quoi? Oui, la famille
la famille, elle est prête. Parce que en suivant les grands frères qui est en Afrique du Sud, parce que lui, il a la liberté de parler, hein, il n'est pas au Congo. S'il était au Congo, peut-être serait-il déjà en fuite ou en cachette. Lui, il parle. Et ils sont prêts. S'il faut les aider, ce sont les gens-là, celui qui est à l'extérieur, s'il a tous ses papiers en ordre, les soutenir pour aller en Turquie. C'est là où il y a l'énigme, en Turquie. Comment le corps peut sortir comme ça, avec un document seulement de la chose de la pompe funèbre, sans la signature du médecin, il n'y a pas, bon, certificat de décès, c'est l'hôpital ou l'endroit où le médecin qui le délivre. Mais l'acte de naissance, l'acte de décès, c'est l'autorité administrative. Il n'y a pas d'acte de décès. Il y a seulement les certificats de décès. Donc, même au niveau peut-être administratif, local, les gens ne sont pas au courant. Samon n'est pas au courant. Et la Turquie, on peut dire que c'est un pays, mais c'est un pays à cheval pour moi. C'est un pays à cheval qui est entre le développement. Donc, la corruption peut passer facilement par rapport à d'autres pays. Ça peut passer facilement par rapport à d'autres pays que nous connaissons de l'Europe occidentale. Parce que la personne réfléchira à 2 reprises pour prendre la corruption d'un tel dossier qui est lourd. La personne réfléchira à 2 reprises. Mais là-bas, on garantit à la personne ou aux personnes qui ont été corrompues, ce sont des hypothèses. Hein? Moi, je n'accuse personne. Mais c'est facile de corrompre en Turquie que de corrompre en France ou de corrompre en Belgique, par exemple. C'est très facile. Papa Bart, restez là. Merci beaucoup. Brandon, quel est l'intérêt du pasteur Marcelo de dire à sa femme? Quel est l'intérêt? C'est quoi? Ce sont des sacrifices demandés par le monde. C'était quoi? C'est quoi son intérêt de vouloir dire à sa femme? Parce que sa femme est partie et que sa femme se voyait un peu comment demander le divorce. C'est à cause de ça que le pasteur Marcelo, si ça devait vrai, si la cour va lui danser, est-ce qu'il serait le premier pasteur à divorcer avec sa femme? Quel est l'intérêt qui est caché, pasteur Marcelo? Qui voulait cacher pasteur Marcelo, peut-être à partir de ce divorce-là? Quel est Merci Cordon. Bonjour tout le monde, merci pour les interventions de tout le monde en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui nous ont éclairci sur beaucoup de points. Parce que Cordon, vous voyez, moi personnellement, je pensais même on faisait pression sur le pasteur Marcelo, pour rien. Mais après les analyses, après avoir regardé plusieurs vidéos YouTube, surtout de membres de famille, moi, je suis arrivé à conclure que le monsieur, il y avait un truc qui s'est passé entre lui et sa femme. Parce qu'on a entendu le membre de sa famille. Il y a Maman Gigi qui nous a parlé ici que la sœur de Maman Blanche, elle a témoigné que Maman Blanche l'avait appelée quand elle est arrivée à l'aéroport. Et j'ai suivi cette vidéo. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez, envoyez des cadeaux, abonnez-vous aussi. Merci. J'ai suivi cette vidéo et la dame, elle a été claire. Elle a dit que quand elle est arrivée à l'aéroport, elle a eu à parler un peu avec sa sœur. Mais il y avait déjà des problèmes. Il y avait des problèmes quand vous regardez dans le couple, il y avait déjà des problèmes. Alors, moi, personnellement, je vais prendre cette affaire comme ceci, Cordon. C'est-à-dire, dans cette affaire, il y a 2 parties. Il y a le pasteur Marcelo. Bon, je l'appelle pasteur, hein, cela ne veut pas dire que c'est un vrai. Je l'appelle pasteur parce que, ah oui, c'est le mot utilisé, mais rien ne prouve que c'est un vrai pasteur. Pasteur, c'est juste un titre. Donc là, on peut lui attribuer ça, c'est pas un problème. Mais rien ne prouve qu'il est vrai pasteur. Alors le fameux pasteur Marcelo, c'est lui, donc c'est-à-dire lui et sa femme, qui sont censés éclaircir cette affaire aux gens. Alors comme la femme n'est pas là, c'est-à-dire il y a lui et face à lui il y a la famille de la femme. Alors au regard de tout cela, on doit savoir que le pasteur, il est redevable à la famille des mamans blanches. Pourquoi? Parce que c'est leur fille biologique, c'est leur sœur. Et dans le droit, c'est tout à fait normal. Alors aujourd'hui, la dame n'est pas là. Alors s'il faut analyser dès le départ, on sait, Papa Bart l'a dit ici, que c'était prévu qu'elle voyage pour les États-Unis. Comment déjà elle est arrivée en Turquie? Alors le monsieur était sorti
le pasteur était sorti pour nous dire que, voilà, en Turquie, c'était pour aller faire une opération. Que lui-même, il traite d'une petite opération. Il y a la vidéo. Il traite ça d'une petite opération. Mais comment c'est arrivé que cette opération puisse amener Maman Blanche à la mort? Dans de quelles circonstances? Là, il n'a rien dit auprès de la famille. Parce que je dis pas qu'il était obligé de venir nous dire ici sur l'internet, sur le net. Non, mais auprès de la famille. Il n'a rien dit parce que nous avons entendu les témoignages des membres de la famille. Ils l'ont dit jusqu'aujourd'hui. Alors, je crois, après un moment, il est venu, il leur a présenté un acte de décès, un acte déjà, disons ça comme ça, un acte déjà. Et l'acte en question, on nous a lu ça ici, parce que le représentant qu'il a lu ici, Cordon, moi je le connais de près, c'est quelqu'un qui fait les lives plusieurs fois, et je sais qu'il est en contact régulier, permanent, avec la famille de Maman Blanche. Là, je vous le confirme. Et je suis sûr, moi je le crois par rapport à cet acte-là, qui nous a ramené ici, il nous a lu ici, cet acte-là vient réellement entre les mains de la famille de Maman Blanche. Et en lisant cet acte-là, en écoutant ce qui a été dit ici, rien ne prouve que cet acte déjà là était quelque chose d'authentique et sérieux. Rien ne prouve. Maintenant, analysons au cordon. Maman, elle est morte d'après les dires du pasteur, elle est morte à l'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Quelles sont les procédures? Parce qu'on connaît, moi qui vous parle, ça fait 2 mois, j'ai connu quelqu'un qui était mort, qui vivait en France, mais la personne était morte à Kinshasa. Mais cordon pour rapatrier les corps. Déjà à l'hôtel. Mais si la personne est déjà à l'hôtel. Il y a des procédures, il y a des choses. Il ne pas d'abord que la police. Voilà. Exactement. Scientifique. On laisse d'abord les corps. Il faut que la police scientifique arrive, la police arrive, le commissaire, tout, il doit venir pour faire l'état du corps, l'état du lieu du corps. Mais c'est où ce rapport-là, là où qu'est-ce qu'il a donné à la famille pour justifier cela? Qu'est-ce qui s'est passé? On quitte là, après avoir fait les analyses qu'on sort, pour amener le corps à la morgue. Dès que le corps arrive à la morgue, nous tous qui sommes ici, on a au moins perdu un membre des familles. On sait comment ça se passe, cordon. Lorsque le corps arrive à la morgue, même à la morgue, on doit d'abord enregistrer le corps et les personnes qui ont ramené le corps. On doit enregistrer. Et il faut qu'il y ait un document que la morgue va vous remettre. Déjà, la personne, même le corps de la personne. Elle est déjà à l'hôtel. Qui l'a découvert? Mais c'est lui-même, le pasteur qui avait dit dans la vidéo. Oui, mais où est la personne qui a découvert Maman Blanche déjà à l'hôtel? À l'hôtel, c'est ça. Qui est la personne? C'est ça le problème. C'est comment? La personne, je sais pas, je comprends pas. C'est ça le problème. Donc, analysons le cordon. Maintenant, les corps arrivent à la morgue. On met à la morgue, il n'y a pas de document. OK. Après avoir mis les corps à la morgue, il faut que ça soit rapatrié. OK, d'accord. Comment ça a été rapatrié? Après combien de temps? C'est ça aussi le problème, là où ça pose problème, cordon. Même quelqu'un d'ordinaire, lorsqu'elle meurt, cordon, le corps à la morgue, il faut que ça prenne le temps. Parce que même à la morgue, on peut venir faire l'autopsie, on doit étudier. Et toi, ta femme est morte suite à une opération que toi-même tu as appelée une petite opération, et déjà à la morgue, suite à une petite, et déjà à l'hôtel, pardon, suite à une petite opération à l'hôpital. Donc c'est ça les zones d'ombre qu'il y a. Et pour moi, c'est vrai, cordon, par rapport à votre question, le pasteur cache beaucoup de choses et il y a eu quelque chose qui s'est passé entre lui et sa femme. Ça, c'est sûr. Maintenant, pour rapatrier le corps, cordon, au niveau même déjà de la société d'aviation, parce que même quand on voyage, même la valise ici, cordon, on met un papier dessus, ça doit être notifié et identifié. Ne serait-ce que la valise, c'est que tu mets les habits, tout, on doit savoir. Maintenant, un corps qui est arrivé, un cadavre, même la société d'aviation doit demander des papiers qu'il faut. Cette personne, l'autopsie, elle est où? Parce qu'on ne peut pas rapatrier un corps dans un autre pays sans pour autant rapatrier un corps, ça demande beaucoup de procédures. Exactement. Pas comme ça, aujourd'hui, quelqu'un qui déjà, demain, vous le rapatriez déjà. Comme ça. C'est déjà orchestré en avance. Moi, je ne sais pas, mais je trouve cette histoire un peu bizarre. Non, cette histoire, ça a beaucoup de zones d'ombre. Beaucoup d'ombre. Mais apparemment, tout accuse des pasteurs Marcelo. Ben oui, tout est clair, cordon, si on analyse. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux voyager, tu arrives à la société d'aviation, peu importe ce que tu viens avec, et toi, et tes bagages, et tout, on doit identifier, on doit numéroter, on doit tout mettre dessus. Et qu'est-ce qu'il avait présenté à la société d'aviation? On ne sait même pas c'était quelle société d'aviation qui a ramené le corps au pays.
C'était quel, je ne sais pas, c'est là on doit demander. Mais quels sont les documents qu'il a déposés auprès de cette société-là? C'est ça aussi là où il y a tous ces zones d'ombre, et là ça montre que le monsieur, déjà, il est le premier coupable déjà parce que c'est lui qui avait ramené, qui avait accompagné la dame en Turquie. C'est lui qui avait accompagné la dame. Déjà, en justice, le premier coupable, c'est lui. Parce que quand on va faire des enquêtes, c'est lui le premier coupable qu'on doit identifier. Maintenant, le corps arrivé au pays, qu'est-ce qu'il a donné auprès de la famille? Parce que là, nous parlons de deux parties. C'est-à-dire, il y a lui et la famille des Mamans Blanches. Qu'est-ce qu'il a donné à la famille des Mamans Blanches comme de papier pour justifier les causes et la mort de cette dame? Donc, Cordon, moi, je dirais, sur ça, il y a beaucoup de choses que le monsieur doit clarifier et ça prouve déjà sa culpabilité. Donc, ça montre déjà que le monsieur est coupable parce qu'il cache beaucoup de choses. Déjà, quand on cache quelque chose, c'est qu'on ne veut pas que la vérité soit découverte. Et pourquoi il ne veut pas que la vérité soit découverte? Il doit à cette famille-là des informations sûres et vraies. Lui, il doit, parce qu'il avait accompagné Maman Blanche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui sait. C'est lui qui doit tout faire. Merci. Mes amis, je vais vous faire écouter, on m'a dit ici, l'oncle des Maman Blanche. Mais je trouve que c'est quand même... hein? Attendez, je vais vous faire écouter cet oncle-là. Deux choses qui contredisent la version officielle. Ce certificat mentionne deux choses qui contredisent la version officielle, celle qui nous a été fournie par Marcelo. Premièrement, quand Marcelo nous dit que Blanche serait morte d'une petite opération, ce certificat ne mentionne pas cette opération. Et l'heure qui est mentionnée dans ce certificat, l'heure de décès, ne peut pas être celle-là, puisque à la même heure, d'après les témoignages, Blanche était en communication avec sa maman restée à Kinshasa. Alors, on comprend dès lors qu'il y a eu autre chose. Nous allons tenter d'aborder ces éléments qui nous ont été cachés. Nous avons aujourd'hui des audios. C'est comme si Blanche sentait sa mort venir et a eu envie de se confier. On nous dit ceci, que Blanche a fini par découvrir le côté mystico-sataniste de son mari. Oui, son mari, parce que Tounassi a aussi un mari. Est-ce que vous vous rendez compte du scandale? Et une fois que Blanche a eu connaissance de toutes ces choses, elle a menacé de divorcer. C'est en ces moments-là que Tounassi, voyant son royaume, son entreprise spirituelle en périr, éventuellement si ces choses venaient à être sues, mais il a initié en ces moments-là un voyage de sa femme pour la Turquie. En réalité, tout était déjà mis en place pour la assassiner. Blanche va aller en Turquie. Marcelo va la rejoindre. On n'aura plus de nouvelles de Blanche. Marcelo va nous raconter qu'il a passé 4 heures avec le cadavre de Blanche en vue de la ressusciter. Mais le public pense que c'est pendant cette période-là qu'elle a initié l'assassinat de sa femme. D'après toujours les témoignages, que la femme de Marcelo, qui est Blanche, méritait une autopsie. Quand ta femme trouve la mort dans des conditions troublantes, ton premier réflexe en tant que mari, c'est de demander l'autopsie, ce qui n'a pas été demandé par Tounassi. Autre élément quand même, c'est que Blanche sera enterrée 5 jours, à peine 5 jours après son décès. Y avait-il des choses à cacher? Alors là, les gens se disent, tiens, Esther, la nouvelle femme de Tounassi, du coup, qu'est-ce qu'elle vient faire aussitôt dans la vie de cet homme? Oh, de Dieu. Entre parenthèses, vous faites attention avec vos hommes de Dieu qui vous parlent de Dieu alors que vous n'avez pas la certitude qu'ils parlent avec Dieu. Ces hommes sujets à scandale du matin au soir. Tonnerre, grâce à votre argent. Bref, suite aux manipulations qui vous font subir sans cesse. Alors, on pense quand même que aujourd'hui, le monde réclame que la justice soit faite. Il faut qu'on aille éclaircir toutes ces zones d'ombre. Et Marcel nous a menti. On ne va plus accorder crédit à ses propos. C'est à l'État congolais, autant que
l'État de faire la vérité sur cette affaire. On parle quand même de la mort d'une citoyenne congolaise. Elle mérite d'être défendue par le Congo autant que institution. Voilà ce que nous exigeons. Je vous présente le secret de décès de Blanche Toulassi, la femme du pasteur Marcelo. Ce certificat mentionne deux choses qui concrétisent la version officielle, celle qui nous a été fournie par... Voilà. Est-ce que, une question, mes amis. Est-ce que l'État ne peut pas s'impliquer? Parce qu'il y avait une petite fille qui était morte, une de nos soeurs qui était morte au Canada. Et puis Félix s'impliquait personnellement. Tout à fait. Est-ce que Félix ne peut pas s'impliquer? Je dis, maman Gigi... Papa Cordo. Oui, maman Gigi. Je peux vous lire quelles sont les conditions de rapatriement d'un corps de la Turquie vers la RDC. Voilà, je vais lire. Hein. Excusez-moi 2 secondes. Cette vidéo, je vais mettre ça sur ma page tout à l'heure après les lives. Hein. Voilà. Pour rapatrier un corps de la Turquie vers la République démocratique du Congo, plusieurs conditions doivent être remplies, notamment au niveau de documents et des procédures administratives et du transport du corps. Il est fortement recommandé de faire l'appel à une entreprise de pompes funèbres spécialisée dans le rapatriement international pour vous accompagner. Dans ce cas de démarche, les conditions générales, le certificat de décès. Il faut obtenir le certificat de décès officiel délivré par les autorités turques. L'autorisation, donc ça c'est quand je dis autorisation, c'est les grandes lignes, hein, donc c'est le titre. Il est nécessaire d'obtenir les autorisations de transport du corps auprès des autorités turques et congolais. Mise en bière. Le corps doit être mis en bière dans le cercueil hermétique, souvent en bois avec une doublure métallique. Le soin de conservation. Le soin de conservation. Donc, de soins de conservation peuvent être nécessaires pour préserver le corps pendant le transport. Les formalités consulaires. Il faut contacter le consulat de la RDC en Turquie pour obtenir les informations de conseil pour les démarches spécifiques. Frais de rapatriement. Le frais lié au rapatriement tels que le frais de transport, le frais de funéraire, les formalités administratives, etc. doivent être prises en charge. Les formalités spécifiques de la RDC, le certificat de décès congolais peut être nécessaire pour obtenir un certificat de décès congolais. Peut être nécessaire d'obtenir un certificat de décès congolais, même si le décès a eu lieu en Turquie. J'espère que vous êtes en train de bloquer les choses. Hein. Preuve de citoyenneté congolaise. Une pièce d'identité congolaise ou un passeport du défunt peut être requise. Autorisation d'inhumation. Il faut obtenir l'autorisation d'inhumation auprès des autorités congolaises. Ça, je pense que ça s'est fait. Conseil, contacter le consulat de la RDC. Le consulat, ça veut dire les représentants de la RDC en Turquie. Il est essentiel de contacter le consulat de la RDC en Turquie pour obtenir les informations précises sur qui l'exigence spécifique. Faites appel à une entreprise spécialisée pour faites appel, hein, ça c'est des grandes lignes. Faites appel à une entreprise spécialisée. Une entreprise de pompes funèbres spécialisée dans le rapatriement international peut vous aider à gérer toutes les démarches administratives, logistiques, etc. Prévoyez un délai suffisant. Vous en comprenez? Prévoyez un délai suffisant de rapatriement d'un corps peut prendre du temps. Donc, il est important de prévoir un délai suffisant pour toute démarche. Ensuite, ces conseils, en vous rassurant de respecter toutes les conditions, vous pourriez rapatrier votre corps, le corps de votre proche de la Turquie vers la RDC dans les meilleures conditions. Donc, moi, mon problème, c'est que je me pose la question, comment ça se fait que Marcelo a eu tous ces documents-là, il a eu où? Parce que là, on voit seulement un acte de décès qui n'est pas consulaire. Parce que le consulat doit savoir que oui, son patriote ou sa personne est déjà en Turquie et que il y a un papier que le consulat doit délivrer. Par exemple, quand on est en train de expulser une personne, normalement, l'ambassade ou le consulat doit signer les papiers pour spécifier que oui, cette personne est bel et bien de cette nationalité qui est là. Alors, il y a beaucoup de zones d'ombre, les gars. On ne peut pas commencer à rigoler avec ce genre de choses. On ne peut pas rigoler avec ces genres de choses parce que les informations sont là. Les informations sont là. Ça, je voulais déjà regarder le timing que Marcelo a pris pour ramener le corps. C'est vraiment louche. Merci, je ferme mon micro. Allô?
Merci, maman Gigi. Et puis, Cordon, oui. il faut mentionner, pardon, maman Hélène, je voulais dire une chose. Il faut mentionner ce que maman Gigi vient de dire. C'est-à-dire, toute cette procédure-là, s'il faut donner, en tout cas, peut-être, on peut dire, pour une personne comme Marcelo, d'accord, comme lui, on peut dire peut-être une semaine. Mais une semaine, les 7 jours, ça nous a pris, d'après la vidéo du frère que vous avez montré, Cordon, il a dit 7 jours pour que le corps arrive. Donc, c'est-à-dire, ce n'est même pas pour les démarches. Donc, c'est-à-dire, et les démarches, et les rapatriements du corps, tout ça, ça a pris que 7 jours. Donc, et moi, ce que je veux dire pour Chité Cordon, c'est-à-dire, la famille doit se constituer en partie civile. Les procureurs peuvent ou ne pas lancer la procédure, mais c'est à eux de pousser. Et puis aussi, je vais donner un exemple, par exemple, la chanteuse Osinachi, la Nigériane là. Pourquoi son mari a été mis devant la justice? Parce que il y avait les Nigérians eux-mêmes qui avaient fait pression sur leur gouvernement. Donc, nous aussi, Congolais, nous devons le faire comme nous sommes en train de faire là. Et la famille doit se constituer en partie civile, présenter une plainte au Congo et en Turquie, parce que c'est là où leur fille, leur sœur étaient mortes. Donc, ce que moi je vais dire, c'est ça. Donc, merci Cordon pour le temps de parole. Allô? Donc, Lissala, je vais écouter Lissala. Oh, maman Hélène, attendez, il y a des gens qui sont entrés avant. Il y a Lissala, il y a la grande dame, s'il vous plaît. Ayez un peu de patience. Il y a aussi mon ami en bas ici, Christo. Juste un peu de patience. Tout le monde va parler, je suis là. C'est à 18h, tout le monde va parler. Donc, Oui, Lissala, oui, bonjour tout le monde. bonjour. Voilà. C'est que moi, je voulais dire cette histoire de Maman Blanche. Ça doit vraiment nous réveiller, nous, les Congolaises. On ne peut pas rester chaque fois qu'il y a un événement, une histoire triste comme ça, on reste là les bras croisés, on regarde passer les choses et tout. Regardez comment est-ce que les étrangers sont vraiment dans cette histoire-là. C'est l'occasion que nous devons absolument nous lever pour cette histoire-là, parce qu'il y a vraiment zone d'ombre dans cette histoire. Maman Blanche, elle a été déjà par son mari. Vraiment, jusqu'à preuve du contraire, là. Nous avons on nous donne des preuves ici, on nous donne voilà. Cette histoire aussi, ça révèle un sentiment de tristesse, hein, à moi. Il y a une femme aussi, une femme de pasteur, qui a déjà, il y a 4 ans, à Anvers, ici, en Belgique. Une histoire similaire, hein, mais c'est passé comme ça vraiment dans l'oubliette. J'ai demandé à sa famille, avant de monter les lives, de me donner la permission de citer les noms. Bon, ils ont refusé, je respecte leur décision. Mais observez bien les femmes de pasteurs ici en Europe. Ce sont des esclaves. Ce sont des femmes qui sont aliénées. Si nous avons le devoir absolument de les réveiller, hein, parce que demain, on va se retrouver avec une autre maman blanche. On saura que faire. Il est temps maintenant que cette histoire-là des pasteurs, de maman pasteur, nous devons nous réveiller maintenant là. Arrêtons un peu de rester là de pleurnicher comme ça là. Il y en a marre de rester dans le pleurnichard comme ça. Écoutez, arrêtez, il est protégé par le gouvernement. Non, lèvons-nous. Le gouvernement, c'est quoi? C'est des Congolais comme nous. Lèvons-nous. Arrêtons cette histoire-là de faire peur, là, d'avoir peur. Non, et écoutez, qu'est-ce que ça va aboutir? Ça va aboutir à quelque chose si nous lèvons. Écoutez, les Congolais, lèvons-nous, s'il vous plaît. C'est tout ce que je devais dire, hein, Cordon. Merci beaucoup. Merci. La grande dame, bonjour. Allô, bonjour, Cordon. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Alors, moi, j'allais dire, parce que j'avais entendu quand vous avez demandé. Allô? Il y a des micros. Oui, alors, je disais que vous avez demandé à Brandon qu'est-ce qui pouvait pousser au monsieur de l'église La Confusion. Je ne vais pas appeler son église de vrai nom, hein, de l'église La Confusion de Jah, sa femme. Moi, je dirais peut-être c'est pour le succès, le pouvoir et la gloire. Pourquoi je dis cela? Parce que même le 11 juin 2024, le monsieur a posté sur Instagram un lion qui était massacré en arrière et tout. Et quand on est allé plus profond pour Google, la signification de cette image-là, l'image dit que le roi paie déjà tout le monde de sa famille, même ses proches, tout le monde qui veut porter la couronne doit payer le prix. Donc, ça dit que il peut tuer, le roi paie déjà tout le monde pour que lui-même, il emporte le prix. Et il avait même mis le hashtag en bas, succès, pouvoir, gloire. Mais quand vous allez apparemment dans son Instagram,
il a enlevé la photo. Je reviens maintenant pour le truc de notre sœur qui est partie. La dame était ici, là où moi je vis, c'était au mois de mai. Ils ont eu l'ouverture de leur église, la confusion à Montréal, je pense. Ma grande Oui. dame, je Oui. vais juste vous demander de recommencer ce que vous dites. Que je recommence quoi, pardon? Ce que vous venez de dire, d'expliquer là. Essayez de recommencer. Ah, de recommencer sur la photo que j'ai publiée. Vas-y. Oui, je pense que tout le monde avait vu la photo qu'il a postée, je pense que c'était le 11 juin 2024. Sur son Instagram, c'était la photo d'un lion qui portait la couronne et le lion avait de flèches, de couteaux et tout sur son dos. Je confirme. Oui, et alors, on est des intellectuels. On avait fait des recherches pour savoir c'était quoi la signification derrière cette image-là. Et l'image, ça dit très bien, tout le monde peut aller revoir ça, ça dit très bien que le roi peut détruire tout le monde, son entourage, que ce soit ses enfants, son proche, sa femme, il peut tout détruire pour garder sa couronne. Et en bas, il avait mis hashtag succès, gloire, payer le prix, quelque chose comme ça. Et cette image-là n'y est plus apparemment sur son Instagram. Donc, c'était déjà une image bizarre parce que quand il avait posté ça, là, on nous avait pas encore annoncé la jatance de la dame. Et en passant, le 14, je pense, ou le 14 mai, ils étaient ici, ils étaient à Montréal. Et ils étaient venus pour inaugurer la confusion à Montréal et tout, leur église, la confusion. Et après ça, ils sont retournés en Belgique. Et en Belgique, le vendredi, Madame Blanche a pris l'avion pour la Turquie. Elle était allée avec ses 3 enfants, les 2 filles et le cadet. Et quand ils sont arrivés en Turquie, le vendredi, elle a parlé avec sa maman. Le samedi, elle a parlé avec sa maman. Le dimanche matin, elle a parlé avec sa maman. Le messie l'a joint les dimanches dans la soirée. Et c'était à partir de là que son téléphone ne passait plus. Quand sa maman a tenté de l'appeler, son téléphone ne passait plus. Et lundi, mardi, on leur dit que non, leur fille a déjà. Et aussi maintenant, c'est là où on trouve il y a trop de confusion parce que son père spirituel est passé sur une des émissions pour dire que non, quand la femme a déjà, le monsieur n'était pas là. C'est l'hôpital qui lui a appelé pour lui dire que non, ta femme est ici. Ils nous ont donné tous les noms. Elle a déjà, et lui, il a pris l'avion pour venir rejoindre le corps. Ce qui est faux parce que dans ses dires, le jour de funérailles et tout, je sais pas, c'était Palais du Peuple ou bien je sais pas, le stade là, il nous a dit ceci. La dame était sur le lit de l'hôpital et puis elle lui a dit, Marceline, prie pour moi. Et pendant qu'il priait, la dame était partie. Et aussi encore, il nous donne une autre version en disant ceci que il était au 7e étage et la dame était au 2e étage, là où elle faisait son opération. Il est descendu, le médecin lui a dit que non, on essaye de la réanimer et quand lui il est remonté au 7e étage, il a commencé à prier et du coup il a senti l'odeur de parfum et comme ils sont amis avec le Saint-Esprit, il leur dit chaque chose et tout. Le Saint-Esprit lui a dit que non, le docteur te ment, elle est que le docteur te ment, elle est partie. Donc il y a trop de contradictoires dans cette histoire. Et moi, je dirais que, selon ma domaine, je suis du santé mentale. Je dirais que, je sais pas comment dire ça en français, mais en anglais, on dit « it was already predicted ». So, il savait ce qu'il voulait faire et il était déjà en train de dire ça à son église. Pourquoi? Parce que, si vous voyez pendant le vivant de la dame, une année passée, le cordon, le monsieur était en train de dire à son église les histoires. Oh, moi, je sais pas comment certaines gens vivent, hein, quand leur femme meurt. Ah, comment ils vont vivre après, le djihad de leur femme? Comment les enfants l'en sont? Comment les gens supportent quand ils perdent leur partenaire? En santé mentale, on appelle ça une manipulation préventive. Donc, quelqu'un est en train de vous dire l'action qu'il va commettre. C'est comme un message codé, en fait, qu'on dit.
Ce sont des messages subliminaux, c'est codé. Donc, les gens qui font comme ça, souvent, ce sont de pervers narcissiques et de psychopathes. Il vous dit une chose qu'il va faire dorénavant. Comme ça, quand il va le faire, au lieu que vous l'accusez, vous aurez pitié de lui. Vous allez commencer à dire, ah, mais c'est comme s'il avait déjà les feelings, hein. Les gens qui sont trop chrétiens, ils vont dire, ah, le Saint-Esprit lui parlait de ça déjà, hein. C'est comme s'il était déjà loin du Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit lui parlait déjà de la mort, de la jatance de sa femme et tout, non. Alors que c'est un psychopathe qui est en train de préparer son acte, comme ça, quand ça va se passer, qu'il soit innocent. Donc, c'était déjà quelque chose, même pour dire que non, il y avait beaucoup de discours. Elle savait déjà que elle allait déjà, elle nous disait ceci un jour à la piscine, on l'a dit, viens nous joindre. Elle a dit un jour, si je partais, tu vas te remarier. Tout ça là, c'était des racontages. Pourquoi ils ont pas dit ça de son vivant, que non, la dame ici que vous voyez, bientôt, elle va déjà. C'était déjà quelque chose préparé, moi, je vais dire. Donc, c'était une manipulation à son église même, en venant hier là pour dire que non, c'est lui qui va pas me défendre, c'est un coupable. C'est la manipulation. Tu veux inculquer une chose dans la tête de gens pour que les gens aient pitié de toi. Mais jusque-là, lui, il sait la cause de la jatance de sa femme. La famille n'est pas bête parce qu'il y a trop de contradictoires vraiment dans ses dires. Il doit une explication dans la famille de la dame, moi je crois. Il y a beaucoup de choses. Et avec tous les audios qu'on entend, la femme avait déjà, elle voulait divorcer, la femme voulait déjà partir. La femme, même dans une vidéo, elle a dit que si je n'avais pas le bébé de 1 mois entre mes mains, j'allais te divorcer. J'allais rester là où j'ai accouché et on allait vivre comme tous les autres pasteurs font. Ils sont séparés, mais à l'Assemblée, vous pensez qu'ils vivent ensemble. Non, il y a trop de choses cachées. Il y a trop de zones d'ombre. Et Marcelo savait déjà que tout ceci, la femme était au courant. Pourquoi aussi, je vais dire cela? Parce que avant, on n'entendait pas que la dame prenait tout le elle s'enregistrait et puis renvoyait à sa famille. Mais je pense à un moment, elle s'est sentie qu'elle devenait, elle était menacée. C'est pour cela qu'elle commençait à s'enregistrer et puis renvoyer ça à sa mère. Parce que tout le monde, quand ils ont peur, et puis il va se dire que non, même si ce monsieur veut me séparer avec ma famille, mais je dois avoir au moins une personne de confiance là où je vais dire des choses, au cas où quelque chose arrivait. Sa sœur a dit, quand elle envoyait des audios, elle disait, maman, garde ça parce que on ne sait jamais. Et dans une des audios, elle disait que ils veulent me dire parce que je connais beaucoup de choses. Ils veulent pas que je dise ce que je connais. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a su, qu'est-ce qu'elle a entendu. Et moi, je pense, pour la gloire, pour le succès, pour le pouvoir, on l'a éliminé. C'est tout ce que moi, je peux dire. Merci beaucoup. C'était riche ton intervention. Juste une question. Donc, pour vous, Marcelo préparait déjà les djihad de sa femme et tout ce qu'il a fait, il a tourné, il a fait même l'enterrement vite. Marcelo était... Il voulait le djihad de sa femme. Mais maintenant, sur quelle fin Marcelo voulait le djihad de sa femme? C'est parlement un peu quoi, spirituel, de sacrifice. Dans ce monde-là où sa femme a découvert, c'était comme l'oncle disait tout à l'heure, que la femme a découvert le mari de Marcelo a un autre mari, et la femme a vu ça, que c'était trop, alors elle voulait divorcer. Vous savez, je pose des questions avec beaucoup de prudence parce que cette histoire, je sens que ça va aller trop loin. Même si l'État congolais s'amuse de pas d'une poursuivre Marcelo, mais je crois que les Congolais aura peut-être bel et bien un jour la justice en main blanche de leur manière. Peut-être les gens pourront s'en prendre à Marcelo physiquement, je ne sais pas. Donc la justice congolaise a intérêt de faire la lumière sur cette affaire, hein, d'ouvrir une enquête judiciaire sur cette affaire. Mes amis, merci de tapoter les lives et de partager massivement ce live. Je suis content que vous êtes là. La grande dame. Donc pour vous, c'est clair, il n'y a aucun doute. Marcelo préparé, donc il y a une préméditation.
Bon, moi, je dis ceci par conséquence de cause parce que c'est dans mon domaine en fait. On ne le confirme pas encore parce qu'on l'a pas encore jugé jusque-là. Mais je dis selon à la santé mentale en fait. C'est ça que je vis chaque jour hein, avec le client ou bien patient si je peux dire. Ce sont des gens, ils peuvent venir chez toi et puis il te dit le message codé par exemple, il veut ôter sa vie et puis il va te dire ah je vois la vie ici n'a plus de sens hein. Tu sais que quand on meurt là, il y a quoi d'importance qu'on va laisser et tout. Il vous parle toujours sur les des histoires là bizarres et jusqu'à la fin vous allez comprendre que peut-être après 2 jours vous allez entendre que la personne s'est ôté la vie. Donc ce sont des trucs qu'il prémédit, oui c'est ça le mot, il prémédit mais il va pas vraiment te laisser savoir quand est-ce qu'il va le faire. Et quand ça se passe, tu auras pitié. Oh, il n'a même pas pensé aux enfants, il n'a même pas pensé à sa famille, mais c'était déjà quelque chose que lui-même il préparait. Alors pour lui, ce qui m'avait tiqué, c'était je suis rentrée 1 année avant le djihad de sa femme. Tout le message qui était là, c'était des messages subliminaux, c'est que je peux dire. C'était des messages codés et tout. Parfois en plein air, quelqu'un qui est assise là, comment vous voulez dire? Un jour, si elle partait, je sais pas comment je vais vivre. Un jour, ceci, un jour, c'était devenu de trop, en fait. C'était devenu de trop. Et avec l'image du lion, et tout le message qui était là, en tout cas, c'était vraiment obscur. C'était trop obscur. Donc, c'est vraiment ça, Cordon. En tout cas, merci. Le compris, Christo. Après, je vais prendre maman Hélène. En tout cas, on peut laisser la grande dame en haut si elle voudrait bien rester. Oui. Bonjour, Cordon. Bonjour. Bonjour. Ouais, bon, vous allez m'excuser aussi pour mon français parce que je parle tellement trop portugais. Et voilà, c'est ma langue. Voilà. Personnellement, je voulais d'abord dire, je suis vraiment ému et triste. Pasteur Marcelo, si vous êtes en bas, essayez de monter. Vraiment, Nous vous je suis attendons. et très ému par rapport à ce que j'ai vu hier à la télévision après mon boulot. J'ai regardé le message, le monsieur a passé devant son église. Premièrement, Cordon, je vais dire ceci. Moi, je suis seulement juste un simple chrétien qui part à l'église et je suis même pas serviteur de Dieu. Aujourd'hui, ça me fait 1 année que je ne pars pas à l'église. Alors, Cordon, comment voulez-vous un problème qui est ta femme qui était déjà et que tu viens assimiler une prédication qui parle que, comme le titre qu'il avait donné, soi-disant que je ne peux plus me taire, je sais pas, un truc comme ça, si j'avais vu le titre. Dans ton normal, toi, tu amènes ta femme ou ta femme est partie faire l'opération, soi-disant cette petite chirurgie qui est tentée de dire. Et que, autant que mari, c'est ta femme que tu as aimée dans ta vie. C'est la personne qui a partagé les intimités avec toi. Qu'est-ce qui a empêché? Parce que la sœur qui vient de parler là, il y a d'autres personnes qui ont parlé. Moi-même, j'avais suivi qu'il disait qu'il était au 7e étage en train de prier pour intercéder que maman reviens, je ne crois pas que, non, elle est morte, je ne crois pas si tu es parti. Mais qu'est-ce qu'empêche aujourd'hui, lui, le monsieur, puisse repartir soit en Turquie, d'aller faire des enquêtes, en disant que non, mais moi, je vais vous porter plainte, parce que c'est vous qui avez dit, ah, ma femme. Ça, c'est de 1. Et de 2, aujourd'hui, j'ai dit ceci, Cordon. Je regrette seulement, il fallait que ce monsieur soit un Angolais. Je pense qu'aujourd'hui, il devait se retrouver à Kamama, ou soit il devait se retrouver à Comarca. Je regrette, parce que c'est un Congolais. S'il était vraiment un Angolais, si ça s'est passé comme ça en Angola, je pense que ce monsieur-là, dès le premier jour, avant même l'enterrement de sa femme, c'est là où il devait déjà purger déjà sa peine là-bas. C'est après seulement
qu'on devait savoir, bon, voilà, on vient maintenant, on va te poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Turquie? Maintenant, allons-y dans le contexte spirituel. Cordon, le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de pasteur. Ça n'existe pas. J'ai envie de dire des choses ici, mais peut-être ça va prendre beaucoup de temps. Je vous assure. Ce monsieur n'est pas pasteur. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de témoigner? La maman, à la dernière minute, si elle était frustrée, regarde, Cordon, comment ça se passe. Je vais t'expliquer un point, quelque part. Quand la personne, nous allons appeler chaque chose à son nom. C'est-à-dire, quand quelqu'un rentre dans le monde de la franc-maçonnerie, la première des choses, surtout en Afrique, on va lui demander d'abord, avant de signer, avant de passer dans d'autres, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs étapes. Mais quand on te bande les yeux, et qu'on te dit, tu dois prendre la plume, y compris, il y a l'esquelette qui est là, on te dit, bon, écoute, tu signes, mais on t'a bandé les yeux, tu dois donner les noms des gens, voilà, tout un tas de trucs. Mais non, lui, de sa part, moi, je le crois. On lui avait demandé qui parmi tout le monde là, que tu veux que ton règne soit comme ça, qui tu veux qu'on puisse d'abord sacrifier, ou qui tu veux d'abord donner en premier. C'est sûr, il avait cité la dame. Maintenant, dans la maison, notre chère maman, la défunte, elle avait remarqué déjà des choses dans la maison qui étaient bizarres. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans ce monde-là, où tu me suis, ou tu n'es pas avec moi, alors tu dois être éliminé. Donc, sûr et certain, la maman avait, c'est-à-dire, elle avait découvert des choses là-bas, et au-dessous quoi, on lui avait imposé de signer un truc là-bas. Et elle avait refusé ça, qu'on le veuille ou pas. C'est ça, vraiment ça, je le dis avec beaucoup de conviction. On l'avait demandé de signer, et elle n'avait pas accepté. Et du coup, elle cherchait des voies et moyens maintenant pour s'éclipser de ce mariage-là. Et arrivé là-bas, je crois que c'est cette même discussion qui avait commencé. Je ne crois pas que la maman était partie faire des BBL, je sais pas, des BBC, comment on appelle des trucs. On l'avait étranglé. Mais donc, quitte à nous maintenant, le peuple, parce que moi je sais que le sang de la maman est en train de crier là où elle se trouve. Elle veut que la vérité soit triomphée. Et en passant, je dis ceci. Je regrette seulement pour la jeune dame qui vient de se marier avec le monsieur. Mais c'est sûr et certain, elle va subir le même sort. Elle va subir le même sort. Parce que la femme là qu'elle vient de se marier, apparemment on la regarda, elle n'a pas les BBC. Et... Mon frère, Cordon, moi je parle pas que non, elle va subir le BBC. Non. J'ai dit ceci, suis-moi bien. J'ai dit ceci, elle va passer dans le même chemin que Maman Blanche est partie. Ça, je vous assure. Pourquoi? Parce que le monsieur, il n'est pas pasteur. Déjà, je vais citer le nom de quelqu'un qui est ici, où je connais d'où vient ma maman, parce que ma maman venait de Congo. Ma défunte maman, elle était du Congo-Brazzaville. Mais moi, je connais une famille, la famille aujourd'hui, le pasteur là, le plus fameux actuellement qui est à Paris là. Je m'en fous si vous êtes des fidèles de ce monsieur ici. Parce que je connais la famille là, aujourd'hui, comment il fonctionne avec le pouvoir en place qui est au Congo-Brazzaville. Je parle d'Ivan Castano. Et qui dit Ivan Castano, qui dit Marcelo. Et Ivan Castano, nous tous, on connaît que ce sont des francs-maçons. Je le dis à haute voix. Je suis aux États-Unis. Vous pouvez envoyer des gens. Attendez, Ivan Castano, celui qui est en France là. Oui, le pasteur là. Bientôt, dans 2 jours, 3 jours, il sera ensemble avec Marcelo à Kinshasa là. Et nous, on connaît Ivan Castano, comment il a construit ses églises au Congo-Brazzaville et comment il a fait et comment a été. Ça dit que l'attachement qu'ils ont avec la famille présidentielle. Donc, c'est un clan de pasteurs. Ils se sont mis là pour commencer d'abord, aveugler le peuple qui part applaudir parce que le pasteur est tenté de parler de n'importe quoi et ils applaudissent parce que ce sont des aveugles.
qu'on a mis dans, Christo, c'est-à-dire des moutons qui sont dans Christo, l'abattoir s'il à vous plaît. n'importe quel moment, on va Pardon, commencer les Christo, abattre. Christo, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des preuves que Ivan Castano, ce grand monsieur-là, Mon frère, est des fous? je te mets en défi. Fais tes recherches. Comment Vous êtes un journaliste. Là, vous êtes un journaliste. Et vous nous présentez souvent les émissions. C'est pour ça que je te dis ceci. Mon frère, va faire tes recherches. Il y a des Brazzavillois, je pense, ici, dans ce live-là. Un jour, ils vont vous le dire. Même en inbox. Donc, pour clôturer, je dirais ceci que Maman Blanche a été sacrifiée. Mais moi, j'ai dit ceci. Autant que les bantous que nous sommes, o sangue de Maman Blanche va derramar, conforme que derramou. Onde está qualquer pessoa que conhece que está na morte dessa senhora, ele não vai deixar em paz. Todos vão morrer. Todos vão morrer. É triste. É muito triste. Merci beaucoup, Gordon. Que Dieu vous bénisse. Non, muito obrigado. Moi, je voulais juste clarifier quelque chose. Vous savez, bon, après peut-être c'est des croyances, excusez-moi hein, de vous couper la passe émotion. Hein. Donc, moi, je voulais juste clarifier quelque chose. Les gars, quand nous sommes en train de parler des faits réels, ces histoires-là de monde parallèle, ça complique la vie seulement. Nous sommes ici, nous avons vu juste qu'il y a eu un problème de... il y a eu un problème de médiation, il y a eu un problème, on soupçonne quelque chose parce qu'on n'a pas eu des explications. Donc, nous, on dit, Maman Blanche, si elle est partie faire ce qu'on suppose, hein, parce qu'on a vu comment elle a métamorphosé, elle a fait les BBC, BBL, tout ce que vous voulez, c'était pas par rapport, parce qu'elle voulait encore séduire son mari, parce que son mari était en train juste de la rabaisser. Son mari était en train de la saboter en plein culte. En fait, moi, je ne comprends pas où est-ce que nous allons trouver tous ces genres de machinations avec ces histoires. Marcelo, il est mauvais. Marcelo, c'est une personne qui est mauvais. Mauvais dans le sens, il voulait pas partager les magots et il voulait pas peut-être changer. Vous savez, en tout cas, les autres, les personnes autres que vous êtes là sur ce live, nous, les Congolais, nous avons déjà vécu beaucoup de problèmes avec ces pasteurs. Tous les pasteurs congolais, ils ont des soucis, ils traînent toujours des cadavres dans leur placard. Du genre, nous avons eu des grands pasteurs divorcer et mentir sur le dos de leur femme que oui, voilà, cette dernière l'a trompé. Et quand tu regardes la maman qui peut tromper un homme, tu te dis merde quoi. On a vu des pasteurs ici changer des femmes parce que les femmes là ne les convenaient plus, parce que ils veulent être à la page avec des nouvelles femmes qui sont plus sexy. Parce que un truc que vous devez savoir, les pasteurs quand ils commencent leur ministère à la con, c'est des gens qui arrivent avec des idées un peu plus dans les doctrines. De dire que oui, voilà, dans leur doctrine, il faut porter des comment on appelle ça, des foulards. Dans leur doctrine, il faut pas porter des bijoux comme cette dernière, Blanche, ne portait jamais des bijoux. Et portait jamais des bijoux. Ça veut dire, les doctrines de Marcelo, il ne faut pas porter des bijoux, etc., etc. Et Marcelo, peut-être, Blanche était devenue gênante parce que Blanche, elle a contribué financièrement dans tout ce que Marcelo a aujourd'hui, c'est qu'ils avaient ensemble pseudo, parce qu'apparemment c'était seulement pour Marcelo. Cette Blanche-là a dû prendre son héritage pour contribuer à l'évolution de ce couple. Vous savez, les hommes africains, la majorité, ça c'est la vérité. C'est vrai que la règle d'exception existe. Les hommes africains, ils ont un comportement, ou les hommes en général, parce qu'on a vu aussi certains whitey déjà leurs femmes par rapport au magot, par rapport à l'argent. Donc nous allons parler, parce que là on parle de nous. La majorité des hommes africains ne saisissent pas les opportunités des bonnes femmes et des femmes qui veulent bâtir avec elles. Parce qu'un homme africain, quand tu le prends, il est nul, il a rien. Dès qu'il arrive au sommet, il te veut plus. Et je pense que c'est ça le problème que ce couple vivait. Le couple vivait ainsi. Que oui, voilà, aujourd'hui, j'ai l'argent, je ne veux plus de cet homme ici. Quand vous êtes en train de parler des complots, des francs-maçons, c'est du n'importe quoi quand même. C'est un problème de gestion de couple qui n'a pas fonctionné. Parce que Marcelo commençait à voir Blanche comme si c'était une vieille qui a fait des enfants et qu'elle était gênante parce qu'elle a contribué. Nous avons vu des hommes qui étaient à l'université. La femme qui l'a accompagnée pendant ce moment qui volait même des histoires à manger chez eux pour amener à son mari étudiant. Le jour que le mari là termine ses études ou les fiancés terminent ses études, ce n'est pas la femme qu'on épouse. En fait, il y a un problème de trouble des comportements. Marcelo, il a des problèmes de comportement. Il ne veut plus de cette femme parce que c'est lui. C'est elle qui a donné une grosse somme. En 1900, je ne sais pas, 2016, quand la femme sort tout cet argent-là, c'est beaucoup d'argent. Et quand on regarde, c'est cet argent qui a fait ce que Marcelo est devenu aujourd'hui. Parce que Marcelo n'en avait pas.
Vous écoutez ce que Marcelo nous raconte. Il n'avait même pas des chaussures adéquates. Il avait des chaussures qui étaient rouges, qui ont transformé en noir. Marcelo avait des grosses vestes qui n'en disaient pas, qu'on ne comprenait même pas. Aujourd'hui, Marcelo commençait à se créer et cette femme-là est devenue gênante parce que pour lui, il ne faut pas connaître la personne qui t'a créé. Ah oui, ça arrive souvent. Ce que vous nous dites ici, c'est compliqué. C'était quand même sa femme depuis une vingtaine d'années. Je ne pense pas qu'il allait les tuer parce qu'il voulait devenir riche. Papa. Il voulait devenir riche déjà avant. Comment? Pendant je ne sais pas, une dizaine d'années déjà, ils étaient ensemble. Est-ce qu'il ne s'est pas passé les histoires qu'on voit souvent dans des couples du pacte, peut-être du sang ou d'aller quelque part, je ne sais pas, parce que Moi, je ne sais pas. À l'époque, là, on entend seulement les Africains. Pourquoi est-ce que les Bush n'ont pas tué leurs femmes, les Chirac n'ont pas tué leurs femmes, ils ont pris les Makang. Mais les Africains, on a la les Blancs, ils ont des pactes ça peut garantir un couple, ça peut être aussi les couples qui font un pacte. Pacte, ce n'est pas seulement les pactes de sang. Et il y a des pactes de finances, genre on a fait ça, pacte. En fait, nous avons un problème avec des mots. Il y a des mots qu'on a mystifiés, hein, c'est mystique. Quand on parle de pactes, on voit seulement les pactes diaboliques, les pactes de sang. Non, il y a des pactes d'éducation, il y a des pactes d'engagement, il y a des pactes de beaucoup de choses, parce que pacte, ça ne veut pas dire seulement quelque chose de mystique, Papa Rangaï. Vous voyez? Quand l'oncle de aussi, motion. Que Marcelo avait un autre mari. Est-ce que ce sont des pratiques? Non, ça c'est des, je ne sais pas, c'est leur fantasme ou je ne sais pas quoi ou quoi. Maintenant, moi je vais spécifier monsieur qui était ici. Monsieur tout à l'heure, attendez, pardon. Vous allez parler moi je vais dire quelque chose. Monsieur qui était ici. Monsieur, il a dit que oui, la famille de Maman Blanche ne s'est pas prononcée du coup. Et aussi, beaucoup de gens l'ont dit ici pendant tout ce live depuis que ça a commencé, que dire que oui, voilà, ces dernières, ils n'ont pas vu la chose venir ou ils n'ont pas signalé cette chose-là. Vous savez, nous sommes des gens, des Africains, surtout pour le deuil. Ils pleurent pour n'importe qui, ils ne savent pas, donc ils sont là, ils pleurent pour rien, ils oublient tout. En fait, quand il y a deuil, la vie s'arrête. Mais, et pourtant, nous sommes ici dans l'Occident, on voit quand il y a deuil, la vie continue. Même la femme qui vient de perdre son mari, c'est elle qui ira au pomme funèbre, qui va initier les démarches et tout ça là. Il y a que nous qui oublions ça. Alors, nous devons quand même, quand nous parlons dans des gens de live, ce n'est pas la première fois, ça va encore se reproduire sur les autres personnes. Parce que je vois les gens qui sont en train de dire ici, oh, c'est hors sujet, c'est hors sujet. Non, on ne peut pas venir seulement parler de Marcelo. Demain, il y aura peut-être ta fille. Demain, il y aura peut-être ta nièce. Demain, il y aura peut-être la fille de ta copine ou la fille de ton copain qui va peut-être vivre cette situation-là. Quelle est la prévention? La prévention, c'est d'être juste des gens lucides. La lucidité sauve des vies. La prévention, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Ça ne doit pas seulement s'arrêter chez Marcelo. Ce n'est pas le premier Marcelo à être soupçonné qu'il a déjà sa femme. Beaucoup de gens, déjà leur femme. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que les enfants soient édifiés. Tout ce qui brille n'est pas or. Dans un mariage où on te maltraite, que tu sois adulte, que tu sois vieille, tu dois dénoncer et partir de là. Tu dois vraiment, et puis il faut faire des contrats.